Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leurs revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec le galeriste parisien Thierry Béguignon. Bonjour Thierry. Bonjour Marine. Tu as lancé ta galerie en 2016, galerie que tu appelles Galerie d'art contemporain photosensible. On va avoir plein de sujets, ça va être passionnant. Absolument. Avant que l'on parle de la jeunesse de ta galerie et de ses évolutions et de ses projets, est-ce que tu pourrais nous présenter l'environnement dans lequel tu as grandi ? Est-ce que tu étais entouré d'art, de culture, auprès de ta famille, de tes amis ? Où est-ce que tu as grandi ? Voilà, juste pour avoir le cadre. Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne pour partie, puis ensuite dans le sud de la France pour une autre partie de mon enfance. Pas du tout dans un milieu artistique. J'ai toujours eu, à titre personnel, une appétence très forte et un goût très prononcé pour les arts, vraiment au pluriel, que ce soit la musique, le cinéma, évidemment l'art contemporain, la photographie et plein d'autres types de formes artistiques. Mais ça m'a pas forcément été transmis par mes parents. Et puis petit à petit j'ai développé ce goût et je l'ai travaillé au corps. Ils étaient dans quel domaine, tes parents ? Ma mère était employée de bureau et mon père était dans l'aviation, donc rien à voir avec l'art. Mais peut-être du voyage ? Oui, et puis probablement mon père, même si mes parents sont divorcés, j'ai eu, je pense, par mon père un goût pour la musique très profondément, mais parce qu'il est vraiment très amateur de musique, mais ça s'arrête là. Voilà, mais ça a probablement provoqué chez moi un début de curiosité. Voilà. Et quelle est la formation que tu as pu faire ? Alors, au sortir du bac, j'ai eu envie de voir d'autres horizons et donc je suis parti faire mes études en Angleterre. J'ai fait des études de sciences politiques en Angleterre et d'histoire, un double cursus. Et donc je suis resté un peu plus longtemps, je suis resté au final 7 ans en Angleterre. J'étais parti pour partir 1 an. Et puis finalement, je suis resté 7 ans, comme ça arrive assez fréquemment dans ce genre d'aventure. Et puis je suis rentré en France 7 ans après et j'ai commencé ma carrière dans les milieux de la com et du dans conseil. Une agence, du coup ? Dans une agence de conseil stratégique en intelligence économique, pour tout dire. Donc ça a pris quelques années au tout début de ma carrière. Et puis ensuite, j'ai été très vite rattrapé par mon goût pour la culture et mon envie de développer une entreprise, parce que j'ai vraiment un sens de l'entrepreneuriat assez prononcé. Et donc, vers la fin de la vingtaine, j'ai créé mon entreprise qui, à l'époque, se voulait être un pont entre le monde de l'art au sens pluriel du terme et le monde des entreprises. Il me semblait à l'époque important de constater que les entreprises voyaient les artistes et le monde de l'art en général comme un monde très irrationnel, difficile à manier, difficile à maîtriser, mais que pour autant ils auraient pu avoir besoin de ce monde-là pour ce qu'il apporte en termes de contenu. Et puis, il me semblait aussi que le monde de l'art voyait le monde de l'entreprise un peu comme des diables, avides d'argent, etc. Ce genre de caricature, mais qui est quand même assez répandu. Mais que pour autant, là aussi, il pouvait avoir besoin des entreprises pour ce que ces entreprises peuvent apporter en termes de force de frappe, de financement, etc. Et donc, il me semblait qu'il y avait un lien, un pont à créer entre ces deux mondes. Et donc, j'ai créé une entreprise qui faisait ce pont. Et puis petit à petit, j'ai proposé de plus en plus de contenu. Et puis ensuite, j'ai des événements culturels assez profonds. J'ai commencé d'abord par faire des avant-premières de cinéma, des concerts privés, des choses comme ça, très événementiels. Et puis, je me suis orienté de plus en plus vers l'art contemporain, proposer à mes clients, entreprises, des expositions. Et puis petit à petit, j'ai eu un vrai rôle de médiation culturelle, de conseil en communication culturelle, et puis de commissariat d'exposition évidemment, qui a occupé une grande partie de mon temps. Et donc j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. C'était quel type de marque du coup ? Des grosses marques Oui, principalement des très grandes entreprises, françaises pour la plupart, mais vraiment entreprises du CAC 40. Donc des entreprises qui ont beaucoup de moyens, qui ont à un moment donné un besoin
de mettre de l'âme, finalement, un supplément d'âme, comme on appelle, dans leur communication, et faisaient appel à moi pour cette capacité que j'avais à faire ce lien et à leur apporter du contenu de qualité. Et comment t'as fait du coup comment tu faisais à cette époque-là pour identifier les entreprises, peut-être que tu les connaissais aussi via ton ancienne vie, mais les artistes, ou en tout cas la partie créative, voilà, t'avais déjà commencé à faire un peu ton réseau, d'identifier des créatifs. Oui, en fait, principalement par capillarité, comme c'est souvent le cas dans ce genre de métier, et puis par curiosité personnelle. Lorsqu'on aime quelque chose, évidemment, on fréquente ces réseaux à titre tant personnel que professionnel, et donc on est amené à visiter beaucoup d'expositions, en l'occurrence, à aller voir beaucoup de musées, à visiter beaucoup de galeries, et puis petit à petit on commence à se créer un réseau, et puis on découvre des artistes qui sont intéressants, puis on se dit tiens, cet artiste, il pourrait tout à fait coller sur une exposition sur laquelle je suis en train de travailler pour X clients, et puis on propose ça au client qui peut-être séduit, et puis on avance petit à petit comme ça. Et puis on finit par créer pas mal d'expositions ici et là, d'artistes parfois très connus, parfois pas, mais en tout cas avec une exigence qui était vraiment mon cheval de bataille, disons, une exigence cheville au corre. Et tu étais indépendant à ce moment-là ? Totalement indépendant. J'avais quelques salariés donc une entreprise quand même. Oui, une petite entreprise, toute petite, mais qui a fonctionné quand même pendant un moment, et qui fonctionnait d'ailleurs assez bien, même au moment où j'ai arrêté. J'ai pas arrêté parce que ça fonctionnait plus. J'ai arrêté surtout parce que et j'ai souvent raconté entre guillemets cette histoire, parce que ça me semble être un déclencheur intéressant. J'ai arrêté parce que à un moment donné, j'avais l'impression d'être le seul passionné dans la salle. Il se trouve que moi j'ai un caractère très très enthousiaste, très passionné. Tu me diras, on peut difficilement faire ce métier sans l'être, mais en tout cas, je pense que j'ai une capacité à le montrer, une capacité à le transmettre, et j'avais quand même l'impression, à chaque fois que je faisais des briefs à des entreprises, que je leur proposais tel ou tel artiste, telle ou telle exposition, d'abord que j'ai travaillé très profondément en amont, et puis au moment de présenter ce que je voulais leur vendre, j'avais l'impression, même si j'obtenais très souvent leur aval, j'avais quand même l'impression d'être le seul passionné dans la salle, et ça me gênait un peu, ça m'a gêné de plus en plus, jusqu'au moment où je me suis dit... en fait, j'ai trop besoin de cette communication-là, j'ai trop besoin de cet échange pour me satisfaire du rôle que j'ai vis-à-vis de ces entreprises. Et donc, j'ai décidé à un moment donné, de manière très franche, très nette, quasiment du jour au lendemain, après évidemment de nombreuses années de réflexion, mais j'ai décidé de créer ma galerie parce que il me semblait que dans une galerie... ça peut être excessivement difficile comme entreprise, mais il y a une chose qu'on peut pas lui enlever à la galerie, c'est qu'évidemment on est entre passionnés. Et je me suis pas trompé, puisque 8 ans après, chaque jour que je passe à la galerie et les visiteurs qui se succèdent à la galerie, à chaque fois j'ai un plaisir immense à partager avec eux, et que ce soit le visiteur lambda ou le collectionneur chevronné, on a des échanges absolument passionnants et entre passionnés, et ça je crois que ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Et comment t'as fait pour savoir comment faire une galerie, enfin comment sont passés les débuts, parce que effectivement passer d'une structure où on n'a pas d'espace physique et avoir cet espace, ça ajoute des contraintes, plein de bonheur aussi, mais comment sont passés les débuts, comment t'as fait pour t'entourer Alors c'est une très bonne question. Au tout début, je connaissais une galeriste photo qui dont la galerie a changé de main entre-temps, et elle est partie à la retraite. C'est Agathe Gaillard, qui est une des papesses de la photographie en France, une des toutes premières galeristes photo. Et Agathe m'avait gentiment reçu à plusieurs reprises pour me donner des conseils, pour discuter. Et donc j'allais assez fréquemment les après-midi boire du thé avec Agathe Gaillard sous ses volutes de fumée, et on discutait sur le métier. J'ai appris beaucoup en l'écoutant. J'ai aussi appris à ne pas l'écouter. C'est-à-dire que j'ai appris, comme on discute
très souvent avec les personnes plus âgées qui ont plus d'expérience que soi, je trouve qu'il y a toujours deux choses qu'il faut faire. Un, les écouter pour ce qu'ils ont à apporter, et très souvent l'expérience fait qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter. Et en même temps, il faut arriver à faire le tri, puisqu'évidemment les gens d'un certain âge sont souvent les gens d'une époque. Les époques changent, le monde évolue, et il faut savoir faire ce tri-là. Le monde de la photographie n'est pas différent. Il a évidemment beaucoup évolué entre le moment où elle a ouvert sa galerie en 75 et au moment où je lui parlais, début des années 2010. Mais pour autant, son expérience a été assez importante. Et puis voilà, au fil de l'eau, j'ai affiné mon projet jusqu'au jour où je suis arrivé. Je me souviens très très bien où je suis arrivé dans sa galerie et je lui ai dit, Agathe, ça y est, j'ai trouvé un local qui me convient, qui est à l'hôtel de Retz, un petit local au premier étage d'un hôtel particulier dans le Marais. Et j'étais très très excité à cette idée-là et à l'idée que ce projet puisse voir le jour. Et puis Agathe m'a lancé une phrase qui est évidemment restée très très fortement gravée dans ma mémoire. Elle m'a dit, avoir un local c'est très bien, c'est peut-être le premier pas, mais il y a un pas juste après qu'il faut faire, et il faut faire rapidement. Il faut savoir qui vous allez exposer ensuite pour votre exposition inaugurale. Et évidemment, j'avais déjà constitué une liste des artistes avec lesquels je rêverais de travailler, certains connus, d'autres moins, mais en tout cas certains français, d'autres pas, mais j'avais un peu constitué ma liste, ma dream list. Et puis dans la discussion avec elle, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai une liste, donc j'ai sorti ma liste de ma poche, et au premier rang de la liste, il y avait Ralph Gibson, qui était pour moi un maître absolu en photographie pour tout ce qu'il a apporté. Il a apporté à la photographie, son regard si particulier, sa façon de photographier si singulière. Et puis elle m'a tendu, elle a tendu son doigt vers le mur, vers un des murs de la galerie, dans son bureau plutôt, où il y avait un poster de Ralph Gibson qui indiquait Agathe Gaillard, 10 juin 1975, telle exposition. Et elle me dit, en tendant son doigt, ah ben ça c'est amusant, j'ai ouvert ma galerie avec Ralph Gibson en 75, le 10 juin 75, et nous revoilà 40 ans plus tard, quoi. Et j'ai dit, est-ce que vous connaissez toujours Ralph? Elle me dit, bien sûr, c'est un ami, etc. Et donc voilà, j'ai essayé de pousser un petit peu pour qu'elle me le présente. C'est ce qu'elle a fait. Elle lui a envoyé un mail. Et puis je suis rentré chez moi, et pour tout vous dire, j'ai appelé Ralph. Il lui avait dit qu'il fallait que je l'appelle, donc je l'ai appelé le lendemain ou le surlendemain, les genoux tremblants, en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ce grand homme de la photographie, qui plus est américain. Enfin voilà, une personne que je n'ai évidemment jamais rencontrée. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, je m'appelle Thierry Biguignon, je veux lancer une galerie, Agathe Gaillard a dû parler de moi, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on esquisse un début de collaboration, ou la possibilité d'une collaboration. Et puis il m'a dit très brièvement, venez me voir à New York, on en reparlera. Voilà, en gros la conversation a duré 1 minute grand maximum, j'ai raccroché, j'étais chez moi. Et je me suis dit, j'ai vu ça comme une opportunité. Je me suis dit, tiens, là, il y a une ouverture. Je suis passé de quelqu'un qui cherche un local à quelqu'un qui en a trouvé un. Je suis passé de quelqu'un qui cherche éventuellement un ou une artiste pour inaugurer sa galerie, sa future galerie. Et alors qu'il y a quelques jours, j'avais juste une liste de noms, je me retrouve avec quelqu'un qui, entre guillemets, m'invite, plus ou moins, m'invite à New York. Et est-ce que ça serait pas finalement là une opportunité qu'il faut saisir à bras le corps? Et donc j'ai pris tout de suite un billet d'avion et je suis allé le lendemain à New York, et je me souviens comme si c'était hier, j'ai tapé à sa porte. J'entendais d'ailleurs la musique parce qu'il jouait de la musique, il jouait de la guitare. Je me souviens très très bien de cette sensation. Et j'ai pris mon souffle et j'ai tapé à la porte et j'ai dit It's me. Hello, it's me. Et voilà. Et puis s'en est suivi une longue discussion. Et puis dernière anecdote sur cette genèse et qui est importante peut-être à dire, c'est que
très rapidement, on a discuté d'une possible exposition. Il n'était pas contre à l'idée d'exposer. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas exposé en France, donc il était assez pour. Donc ça tombait plutôt bien pour moi. J'étais assez content. Et puis très vite, il s'est agi de savoir qu'est-ce qu'on va exposer, quel type de photographie. Et puis il m'a fait une proposition comme ça, très à l'américaine, de but en blanc. Il m'a dit bon, écoutez, voilà. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner mes best-sellers. En 50 ans de carrière, j'ai un certain nombre de best-sellers, très largement pour remplir quelques expositions. Donc, on va en faire une déjà. Je vais vous passer mes best-sellers. Vous allez en vendre beaucoup parce que, a priori, ça se vend bien et ce sont des photos très connues, etc. Du coup, vous allez faire un peu d'argent, ça va lancer votre galerie. Et puis moi, je vais en faire un peu aussi. Et c'est toujours bienvenu. Et on va finir très bons amis. Et puis, il sort de sa chaise, de son fauteuil, et il me tend la main, à travers la table basse, comme ça, au-dessus de la table basse, il me tend la main, en me disant « Deal ?» Et là, j'ai senti dans mon esprit, je me suis dit « C'est trop facile, et ça ne me ressemble pas. » Et je lui dis en fait « Non, not deal. » Si c'est pour montrer des choses que tout le monde a déjà vues, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que j'ai envie de montrer, ce sont des choses que personne n'a vues. J'ai envie que la galerie soit un lieu particulier. Et pour ça, il faut que je leur montre des choses d'un immense artiste que vous êtes, mais des œuvres nouvelles. Pour peu que vous produisiez encore. Et c'est là que je l'ai un peu titillé. Et il m'a dit comment ça, moi produire encore, mais évidemment, venez. Et là il m'a emmené dans son bureau, il a ouvert son ordinateur et il m'a montré un certain nombre d'images en me disant voilà ce que j'ai produit ce matin avant de venir dans l'atelier, et j'ai été époustouflé par les images et je me suis dit voilà, c'est ça que je veux montrer. Et pourquoi j'étais époustouflé, je finis juste là-dessus. D'abord parce que c'était des images grand format, alors que Ralph est connu pour les petits formats, couleur, alors qu'il est connu pour du noir et blanc, et numérique, alors qu'il est connu pour de l'argentique. Et donc je me suis dit, voilà les ingrédients qu'il fallait pour montrer des choses qui vont étonner, qui vont surprendre, et il me semblait que c'était la meilleure façon de commencer une galerie. Et comment se sont passés les débuts ? Exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Je pense que j'avais à la fois choisi évidemment le bon artiste que je représente toujours, donc et qui est devenu évidemment un très bon ami, mais on a beaucoup étonné, on a fait beaucoup de bruit avec cette exposition. À l'exposition inaugurale, on avait je sais pas quasiment 500 personnes, il y avait du monde partout, enfin c'était hallucinant, jusque dans la cour, enfin c'était vraiment rempli. J'avais fait quelques bons coups en termes de com et de relations presse pour attirer aussi un peu de monde et raconter un peu mon histoire avant l'ouverture. Donc j'avais fait monter un peu le buzz, mais Ralph m'a beaucoup aidé évidemment. Et cette exposition a eu pas mal de succès, et ça nous a permis d'en faire une deuxième. Et puis nous voilà 8 ans plus tard, quasiment sur la 50e exposition, bientôt sur la 50e exposition. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait revenir sur alors, 8 ans, c'est long, 50 expositions, mais sur quelques dates ou sur quelques moments, sur quelques dates charnières, ou est-ce qu'il y a un moment, par exemple, le déménagement dans l'adresse où on est actuellement, je pense que ça vaudra aussi le coup de parler pourquoi, et la partie librairie, etc. Voilà, est-ce qu'il y aurait quelques moments clés depuis ces 8 années? Ah oui, il y en a eu beaucoup. D'abord, il y a eu évidemment toute la période inaugurale qui dure probablement à peu près une année, parce qu'il faut le temps que les gens vous placent un peu sur la carte et dans le parcours des galeries photos en tout cas, d'être un peu inclus dans des parcours de visiteurs mais aussi de collectionneurs, commencer à être un peu connu des institutions. Donc ça a mis à peu près une année, disons, pour s'installer un petit peu. Ensuite, il y a eu une période, je dirais, un peu plus forte, où il a fallu accélérer un peu, et notamment notre présence sur les foires, essayer d'être accepté à Paris Photo. Donc ça a été une autre paire de manches, parce que quand on arrive, toute nouvelle galerie, qui plus est, une galerie en étage, c'était
pas si simple de faire son nid et puis d'être accepté. Moi, je suis quelqu'un d'assez ambitieux et assez fonceur, et j'avais lu que par exemple, pour Paris Photo, il fallait 5 ans pour avoir le droit de postuler à Paris Photo. Il fallait avoir une existence de 5 ans. Et je voulais absolument pas me contenter de cet état de fait. Et donc, dès la 2e année, je crois, ou 3e année, j'ai postulé. Dès la 2e année, je crois, j'ai postulé en me disant, si je mets 3 ans pour être pris, ça fera 5 ans, et au moins j'aurais postulé 3 fois, et au moins j'aurais été visible d'un jury pendant 3 ans. Mais avec un peu de chance, je serais pris avant. Voilà. Et puis au final, j'ai été pris dès la 3e année, donc j'ai eu de la chance. Mais c'est aussi cette volonté de pousser les choses, de ne pas se contenter de ce qu'on nous dit. Et donc ça a été des milestones, comme on dit en anglais, assez importants. De faire partie de Paris Photo, et puis ensuite on a évidemment testé d'autres foires. Comment ? Lesquelles ? On a testé Photo Los Angeles, on a testé Photo London, on a essayé plusieurs foires, y compris des foires comme Galeriste qui a disparu maintenant, une foire d'art contemporain qui était très bien, je trouve. Voilà, on a testé différentes choses pour essayer d'ancrer la galerie vraiment sur le marché, de pas simplement être connu sur un parcours ou de se dire on fait partie de la carte, mais vraiment de se hisser petit à petit au rang, j'ose le terme, un peu d'un leader. C'est-à-dire que moi, mon ambition, je veux absolument que la galerie devienne la numéro 1 en Europe, si ce n'est dans le monde, donc, il n'était pas question simplement de se dire, voilà, on fait partie des galeries photos sur la place, on est un peu connu et tant mieux. J'ai vraiment à cœur d'essayer d'en faire quelque chose. Et donc, chaque matin que je me lève, je me dis qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui que je n'ai pas fait hier pour avancer dans cette idée-là. Et j'imagine que t'es pas tout seul. L'équipe, vous êtes combien et Alors, on reste une toute petite équipe. Aujourd'hui, on est 3-4, je dirais. Alors, un peu plus si on compte les freelances ou les gens qui m'entourent sur un certain nombre de domaines. Je pense notamment à mon épouse qui travaille pas du tout à la galerie, mais qui m'aide énormément et qui fait vraiment partie du staff en quelque sorte. Elle est évidemment très présente. Mais on reste une toute petite équipe. C'est le propre d'ailleurs des galeries. Les galeries sont des toutes petites entreprises qui, moi je dis souvent, sont des toutes petites entreprises qui agissent comme des grandes. C'est-à-dire qu'on agit sur un marché mondial. On a des clients dans le monde entier, on exporte, ce qui n'est pas le cas de toutes les très très petites entreprises françaises, ou françaises ou étrangères, mais les TPE ou les TTTPE, souvent on n'exporte pas, même à un marché très local. En vérité, une galerie, on peut être une très petite entreprise de 1 ou 2 salariés, et déjà faire de l'export à l'autre bout du monde, d'aller faire des foires ou des salons dans le monde entier, d'avoir des problématiques de communication, de marketing, de logistique, pas tout à fait comme une grande entreprise, mais en tout cas comme une entreprise de moyenne taille. Et donc, il y a une sorte de dichotomie, il y a une sorte de paradoxe dans cet état de fait, mais c'est le cas pour toutes les galeries. Même les très 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 grandes galeries, je pense par exemple à Perrotin. Perrotin qui est un bon exemple d'une galerie française qui a excessivement bien réussi et qui s'est implantée dans le monde entier. Je crois que Perrotin, ils ont 12 galeries dans le monde, 12 ou 13 galeries dans le monde, quelque chose comme ça, ce qui est assez important évidemment, et ils n'ont que 160 salariés. Alors c'est beaucoup à l'échelle des galeries, mais à l'échelle d'une entreprise mondiale qui a 12 implantations, qui a des clients dans le monde entier et qui fait des dizaines de millions ou des centaines, je sais pas, de millions d'euros de chiffre d'affaires, 160 salariés, c'est pas tant que ça. Donc on est toujours quand même dans une sorte de dichotomie entre la taille de l'entreprise et le marché qu'on vise. Donc voilà, donc on n'est pas différent. Et puis pour reprendre les étapes. Voilà, les étapes. Les milestones. Il y a un moment donné où j'ai eu très fortement le sentiment que il fallait déménager. Pas tant parce que l'espace était trop petit,
parce que l'espace était magnifique et vraiment on nous louait souvent la qualité de l'espace, la sensation qu'on avait dans cet espace. Je crois il y avait un good vibe comme on dit, et puis la taille était correcte en termes de capacité d'exposition. On pouvait exposer quasiment tout ce qu'on voulait, il n'y avait pas véritablement de contraintes. Mais en termes d'image, par contre, c'était quelque chose qui me gênait. L'image était très qualitative, mais pas assez quantitative en quelque sorte. Il fallait monter un escalier, il fallait sonner un buzzer, on arrivait à l'étage d'un hôtel particulier. C'était assez prestigieux, mais trop petit. Et j'avais envie vraiment de marquer le coup avec un espace important. Et donc j'ai commencé à chercher un espace. Et puis j'ai eu la chance absolue de tomber sur cet espace qui était à Nathalie Obadia, immense galeriste dans le champ de l'art contemporain. Et je dois dire que Nathalie Obadia m'a vraiment fait confiance et m'a donné m'a tendu la main, parce qu'en fait elle avait la possibilité de vendre ce bail à tout un tas d'autres galeries, voire même à des marques de luxe contre lesquelles j'étais positionné et contre lesquelles il est absolument impossible de lutter. Et elle a fait le choix non pas de l'argent, mais plutôt de soutenir une jeune galerie qui était en train de se développer, et ça, je lui en serai toujours reconnaissant. Donc voilà, j'ai eu cette chance de rencontrer Nathalie et de me positionner sur ce lieu, ensuite de faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce lieu, pour les personnes qui sont jamais venues ? C'est un lieu qui est assez magique. D'abord, je crois que même si la taille ne compte pas toujours, je crois quand même qu'il est important de noter que il me semble que c'est la plus grande galerie dédiée à la photographie à Paris, et probablement en France du coup. J'en suis pas absolument certain parce que j'ai pas mesuré toutes les surfaces, mais je pense qu'en termes de galerie privée, c'est la plus grande. Et donc, quand on aime la photographie, ça donne quelque chose du sentiment que l'on a quand on rentre ici. C'est un lieu assez grand, très haut de plafond, sous verrière, avec un grand couloir qui donne sur un espace qui est assez immense, qui, moi, me fait penser un peu à un temple, une sorte de cathédrale. C'est une sorte de cathédrale dédiée à la photographie. Et je crois qu'on avait besoin de ce genre de lieu. La plupart de ces lieux qu'on a à Paris, il y en a quelques-uns des lieux comme ça, des très très beaux lieux à Paris. Il y en a, on est assez gâtés, on en a quelques-uns. Il y en a peut-être une dizaine, disons, pour faire simple. Et tous, sans exception, sont dédiés à l'art contemporain. Et il me semblait que ça serait de marquer le coup que de créer un lieu dédié à la photographie et qui soit à l'échelle de l'art contemporain. Et déjà là, il y a chez moi une ambition non dissimulée d'amener la photographie vers l'art contemporain. Et j'essaye de le faire à tout un tas de niveaux, mais le choix du lieu était déjà un choix délibéré, conscient et très précis pour essayer d'amener cette photographie qu'on aime, que j'aime, mais de l'emmener dans le champ de l'art contemporain qui est vraiment mon cheval de bataille. Et pourquoi du coup ? Pour plein de raisons. D'abord, il me semble que... Alors d'abord, ça part d'une théorie. J'ai une théorie qui m'est propre et qui, comme toute théorie, peut être démontée. Et je donne ma théorie d'autant plus facilement, je communique sur celle-ci d'autant plus facilement que ça appelle et que ça doit appeler évidemment à ce qu'on essaie de la démonter. Et voilà. La théorie, la suivante, c'est de dire que la photographie existe depuis 200 ans. Elle est née d'une invention technique et cette photographie a excessivement évolué techniquement. Ça vient probablement du fait qu'elle est née d'une invention technique. Elle a donc excessivement évolué techniquement, mais conceptuellement, elle n'a pas évolué. On continue aujourd'hui à photographier des nus, des paysages, des portraits, ce qu'on faisait déjà il y a 200 ans. Par contre, techniquement, entre les plaques de verre de Daguerre et nos smartphones, il y a une évolution technique qui est hallucinante. Et ma théorie est basée sur le fait que quand on regarde d'autres types de formes artistiques, notamment la peinture, contre laquelle elle a souvent été comparée, ou en tout cas, comparée, contre laquelle elle se bat en quelque sorte parfois, la peinture a fait le chemin inverse. Techniquement, elle n'a pas évolué du tout.
On continue à peindre avec une toile, des pigments et de l'huile et un pinceau. Et c'est le cas depuis des centaines, des siècles et des siècles. Pour autant, conceptuellement, la peinture a excessivement évolué. Entre Da Vinci et Damien Hirst, il y a un monde qui les sépare. Et je crois que le marché de l'art contemporain est devenu marché au moment où cette évolution conceptuelle a eu lieu. Au moment où la peinture et les peintres, évidemment, ont réussi ce tour de force de faire évoluer la peinture, leur médium, leur art. Et je dis tour de force parce qu'évidemment, à chaque étape de ces évolutions, ça a été controversé, il y a eu des obstacles, des risées, etc. Et pour autant, contre vents et marées, ils ont réussi à faire évoluer cet art. Et la photographie n'a pas encore évolué de cette même façon. Et encore une fois, je crois que ça vient surtout du fait de son histoire, qui était très attachée à la technique. Ma théorie, je la finis là-dessus, il me semble que maintenant, au bout de 200 ans, maintenant que l'évolution technique a été très aboutie, même s'il y a encore des étapes, notamment avec l'intelligence artificielle et d'autres évolutions technologiques qui vont venir, évidemment, ça c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Pour autant, je pense que la photographie a atteint un certain niveau de maturité et qu'il y a beaucoup d'artistes sur le marché qui voient le médium différemment, qui ont envie de pousser ce médium, même s'ils n'ont pas forcément envie consciemment, ils le font. Et donc, il me semble que ça entraîne des profondes mutations du médium. Et la galerie se positionne depuis le début et de plus en plus fortement comme une sorte de porte-étendard de ce mouvement. Pour moi, c'est vraiment un mouvement. Et donc, c'est la raison pour laquelle je reviens à votre première phrase au tout début de cet entretien. La raison pour laquelle on se définit comme une galerie d'art contemporain photosensible et non pas comme une galerie de photographie. Et il m'a semblé important d'expliquer que nous étions une galerie d'art contemporain qui représente des artistes, pas simplement des photographes, parce que dans mon esprit, il n'y a pas de différence. Deuxièmement, des artistes contemporains, des artistes de notre époque, qui réfléchissent avec leur époque, qui regardent le monde tel qu'il est, et le monde d'aujourd'hui, pas le monde d'hier. Et donc, on est bien face à des artistes contemporains, mais qui ont une particularité, qui travaillent un médium et qui travaillent des problématiques que je définis comme photosensibles. Et je dis toujours, en disant cela, sensible à la photographie, bien évidemment, mais plus largement sensible à la lumière, puisque la lumière ne peut pas être détachée de la photographie. Et quand on commence à s'intéresser à la lumière, comme c'est mon cas depuis des années, finalement on s'aperçoit que oui, la photographie est au cœur de la lumière, ou la lumière est au cœur de la photographie, mais la lumière peut nous amener d'autres types de médiums, ou en tout cas peut emmener la photographie à évoluer. Et donc j'essaye, exposition après exposition, année après année, d'apporter ces évolutions sur le marché. Non, mais je trouve que c'est très intéressant, et c'était aussi pour ça que je voulais qu'on se rencontre, parce que je suis assez sensible aussi à cette idée de décloisonner ou en tout cas de ne peut-être pas mettre les personnes qui utilisent la photographie dans leur art dans une case, mais en tout cas de s'interroger sur pourquoi ils utilisent cet outil et quelles sont les évolutions qu'ils ont pu voir et comment ils peuvent aussi s'amuser avec d'autres outils ou avec sur d'autres sujets. Donc je trouve que c'est passionnant. De façon très opérationnelle, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les différents projets que tu mènes en tant que galeriste? J'aime bien poser un peu cette question à ces métiers, parce que je pense que de l'extérieur, quand on rentre dans une galerie, c'est un peu abstrait, on se dit voilà, les galeristes font des expositions, ils vendent des œuvres, alors que c'est ça, mais c'est aussi plein d'autres choses. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les différentes activités, ou en tout cas les différents projets de ton emploi du temps de galeriste? Alors, on fait beaucoup de choses. Je disais tout à l'heure qu'on fonctionnait un peu comme une grande entreprise, tout en étant minuscule, mais c'est vraiment vrai, et c'est d'autant plus vrai ici, je crois, qu'on fait beaucoup de choses et qu'on essaye de faire des choses un peu différemment d'autres galeries. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux, qu'on est meilleur, mais simplement on essaie de faire des choses un peu différemment.
Je vous donne un exemple. On a, en plus de la galerie, on a une librairie qui est devenue maintenant assez, entre guillemets, assez connue, en tout cas de quelques amateurs. C'est une librairie qui est assez particulière, qui est une librairie curatée, première librairie curatée de ce type. Et donc, on a décidé de ne pas s'improviser libraire, mais et donc pas simplement de mettre en avant, comme font d'autres galeries, évidemment, de mettre en avant les livres de nos artistes, qui est évidemment naturel, mais d'essayer de proposer vraiment un contenu différent et de qualité. Et donc, on a décidé de rendre cette librairie curatée et donc d'inviter un certain nombre de personnalités du monde de l'art qu'on affectionne et de leur offrir une carte blanche pour que il ou elle soit en mesure de nous proposer une liste de livres qu'ils considèrent comme importants dans leur vie personnelle ou professionnelle. Et ça nous donne beaucoup de travail parce que on a un lieu pour ça dédié. En plus de la galerie, lorsque les gens viennent ici, ils peuvent aller au fond de la galerie et puis ils entrent dans une pièce dédiée à la librairie, qui est je crois une belle librairie, et qui propose tous les 3 mois un contenu totalement différent, qui se renouvelle tous les 3 mois. Je crois pas que on connaisse beaucoup de librairies qui se renouvellent complètement, de fond en comble, tous les 3 mois. Et c'est notre cas. Donc vous imaginez le travail que ça demande d'aller rechercher les livres d'une liste de 30 livres par commissaire invité. Certains des livres étant totalement épuisés depuis belle lurette, et donc il faut aller chercher des exemplaires sur les marchés, second marché, premier marché ou second marché, pour pouvoir les proposer à la vente dans la librairie. Donc c'est juste un exemple, mais c'est pour dire que le métier de galeriste ne s'arrête pas au métier de galeriste, en tout cas pas chez nous. On est aussi libraire en plus d'être galeriste. Maintenant, quand on revient sur le métier de galeriste à proprement parler, comme tous les autres galeristes, on a tout un tas de casquettes. Moi, comme mes collaborateurs ou collaboratrices, on a tout un tas de casquettes. On fait un peu tout toute la journée. Évidemment, il s'agit de préparer les expositions, parce que le cœur de la galerie, c'est quand même les expositions, c'est ce que voient les gens, c'est la version émergée de l'iceberg, disons. Et une exposition, ça se prépare en amont, c'est assez complexe à préparer. Il faut que ce soit à la fois intéressant, stratégique, ça corresponde à une ligne. Il faut suivre pour ça les artistes que l'on représente. Nous, on a une autre particularité, c'est que on représente un certain nombre d'artistes, mais on en soutient d'autres. Donc on fait un distinguo entre ceux qu'on représente et celles et ceux qu'on représente et celles et ceux que l'on soutient. La différence entre les deux, c'est que quand vous les soutenez, il n'y a pas d'engagement de contrat, c'est ça ? Alors, c'est pas tant un point de vue juridique, c'est un peu ça, mais c'est pas tant du point de vue juridique, c'est plus du point de vue, on peut avoir des contrats évidemment avec eux, et on peut les soutenir, on peut s'engager sur le long terme. Simplement, c'est souvent que, de notre point de vue, on considère qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous de la même manière qu'un artiste représenté peut avoir besoin de nous. Et 2, que leurs travaux peuvent nous plaire pour partie, mais peut-être pas, ils rentrent pas forcément totalement, intégralement dans la ligne de la galerie. Il y a des artistes comme ça qui ont eu des périodes ou qui ont fait des séries ou qui ont fait des travaux qui, à un moment donné, va attirer notre regard, va s'intégrer dans notre ligne, on va avoir envie de le pousser, on va avoir envie de le défendre parce qu'on considère que c'est absolument important que de le mettre en avant. Aussi parce que parfois ce sont des artistes qui ont eu des moments d'oubli ou qui ont subi des injustices voilà, dans l'histoire de l'art, et on a envie de rétablir ces injustices, et donc on travaille sur ce genre de cas. Et donc on va les soutenir, on va soutenir un travail, on va soutenir une période, un certain nombre de séries, mais sans pour autant avoir la volonté de développer la carrière de cet artiste qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas du tout besoin de nous, soit parce qu'ils ont déjà une carrière, soit parce qu'ils en ont pas besoin pour X raisons. Et donc on va plutôt les mettre dans cette case un peu d'artistes soutenus. Mais du coup ça crée deux types entre guillemets d'artistes, même s'il n'y a pas de hiérarchie hein, évidemment dans notre esprit, mais on les travaille différemment, et donc ça demande des actions différentes. Avec certains on va aller dans des foires, avec d'autres moins. Avec certains on va essayer de développer leur carrière vis-à-vis des institutions, on va faire un travail à l'étranger, on va vraiment les pousser, les aider sur le développement même de leur carrière, sur les choix qu'eux ils peuvent faire de leur côté. On va être à leur côté, on va les suivre dans leur atelier, on va suivre la production année après année, etc. Avec d'autres, on va être
probablement un petit peu moins présent, ou en tout cas un peu plus en retrait, et on va avoir des rôles un peu plus opportunistiques, plus tactiques, moins stratégiques probablement. Et du coup, quels sont les autres tu parles des musées, tu parles des galeries. Du coup, comment tu fais aussi pour identifier les différents acteurs? C'est la veille que tu fais toi à ton côté. C'est principalement des choses qui arrivent vers toi. Quel est aussi un peu comment tu fais pour naviguer dans le monde du marché de l'art et de l'art contemporain et de la photographie? Alors c'est pas simple à plusieurs titres. D'abord parce que, comme je le disais, on a nous une volonté d'être très présent sur le marché de l'art contemporain et pas uniquement sur celui de la photographie. Donc ça décuple nos préoccupations, parce que il faut non seulement qu'on soit assez présent sur le marché de la photographie, qui est un marché en soi, et qu'on connaisse les acteurs et qu'on navigue dans ce milieu-là, et en même temps il faut qu'on soit présent dans le monde de l'art contemporain, qui souvent voit le monde de la photographie avec une certaine condescendance, et il faut qu'on arrive à leur prouver qu'on a quelque chose à leur apporter. Et quand je dis à leur apporter à eux, c'est à la fois les collectionneurs, les amateurs, les institutions, enfin tous les acteurs de cet écosystème. Donc oui, il y a de la veille, il y a les foires. Les foires nous aident beaucoup, évidemment, parce que c'est devenu, les foires sont devenues évidemment des moments cruciaux dans l'année, dans le calendrier. Ce sont des moments où évidemment on promeut le travail de nos artistes, où on vend et on place des œuvres chez les collectionneurs et dans des institutions, mais c'est aussi, et peut-être même surtout, des moments très importants où on rencontre beaucoup de gens. Il y a une sorte de concentration pendant 3-4 jours, on rencontre parfois plus de gens que dans une année entière, en termes de qualité d'interlocuteurs. Et donc ça nous permet de poser des pierres ou de planter des graines pour les activités ensuite, pour le reste des semaines ou des mois qui vont nous occuper. Je voyage aussi pas mal sur les différents marchés sur lesquels j'ai envie d'être présent, soit parce que les artistes y sont, ont leur atelier, sont originaires de tel ou tel lieu. Je pense à l'Italie, aux États-Unis, qui sont des lieux dans lesquels je vais fréquemment, parce que j'ai des artistes américains ou italiens, mais aussi parce que ce sont des marchés qui sont pour certains intéressants. Je pense à la Belgique, je pense évidemment aux États-Unis, et donc des marchés où il y a à la fois soit beaucoup de collectionneurs privés, soit beaucoup d'institutions, soit les deux, et c'est des marchés assez denses, assez importants, et donc il faut aller fréquemment se frotter à ces marchés, taper aux portes, prendre des rendez-vous. Enfin ça c'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est un travail évidemment de commercial, je dirais de base, où avant d'essayer de proposer quelque chose, il faut d'abord les connaître, et donc il faut passer du temps. Et comme je disais, on navigue sur un marché mondial, et donc avec les tout petits moyens que l'on a et la toute petite entreprise que nous sommes, il faut qu'on trouve le temps et les moyens d'aller passer beaucoup de temps ici et là pour rencontrer tous ces gens-là. Je rentre il y a pas longtemps là de entre guillemets d'une tournée d'une dizaine de jours aux États-Unis, sur la côte ouest, où j'ai fait San Francisco, Los Angeles, Santa Fe, à la rencontre de musées, de collectionneurs assez importants. Et ces rendez-vous, on les obtient en prenant son téléphone et en essayant de les convaincre de nous recevoir, parce qu'on a peut-être des choses intéressantes à leur dire. Effectivement, je trouve que tu as une âme très entrepreneuriale et d'avoir de construire des choses, tenter des choses. Et quelle est la stratégie, ou en tout cas les stratégies que tu peux avoir pour rester pertinent sur un marché de l'art qui est assez saturé? Moi, j'ai en tête, j'ai vu sur ton site internet que vous proposez des bons d'achat, enfin qu'en tout cas les gens peuvent offrir, voilà, alors que c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment sur une librairie, dans une galerie. Donc quelles sont aussi un petit peu de façon très pratique les stratégies, ou en tout cas les projets que vous faites un petit peu comme ça pour essayer de développer aussi la partie commerciale, ou... C'est une bonne question, parce qu'en fait c'est souvent
une des choses qui est au cœur de ma stratégie. Je suis parti un peu d'un principe. Après de longues réflexions, je me suis rendu compte, mais il y a longtemps déjà, au tout début de la galerie, je me suis rendu compte que les galeries fonctionnent peu ou prou de la même façon aujourd'hui qu'elles fonctionnaient il y a 100 ans. Et quand j'ai fait ce constat, je me suis dit, waouh, c'est quand même dingue de se dire que le monde autour de nous a évolué de manière incroyable. Il n'y a plus aucun métier aujourd'hui qui fonctionnait encore comme il y a 100 ans. D'abord parce que la technologie est venue disrupter un certain nombre de pratiques. Les habitudes des consommateurs a changé, le monde autour de nous a changé du tout au tout. Et entre 1924 et 2024, vous imaginez le bond en avant qu'on a fait à tous les niveaux, dans tous les secteurs, sur tous les modes de fonctionnement. Et pour autant, lorsqu'on regarde profondément le métier de galeriste, je trouve que c'est un métier qui n'a pas tant évolué que ça. On fait des foires, mais on en faisait déjà à l'époque. Ça s'appelait pas foire, mais c'était des salons, mais ça revient à peu près au même. On est, je dirais, un peu plus international, mais pas tant que ça. Les grands galeristes de l'époque allaient aux États-Unis, etc., allaient à la rencontre de leur marché au-delà de leurs frontières. Donc, ça n'a pas tellement changé, de ce point de vue-là. On fait des expositions entre quatre murs, ça reste toujours la vérité. C'est peut-être un peu plus minimal, un peu plus white cube, etc., mais enfin, ça reste le même métier. On vend toujours à peu près aux mêmes personnes, collectionneurs et institutions. Donc finalement, le métier n'a pas beaucoup évolué. Internet est venu un peu titiller les choses, mais à peine. Il y a des métiers et des secteurs d'activité qui ont été totalement révolutionnés par l'arrivée d'Internet. C'est pas tant le cas que ça des galeries qui vendent assez peu sur online et qui ont, à part Instagram, assez peu de liens avec finalement Internet. Et cette révolution du e-commerce qui finalement n'a pas beaucoup bousculé des habitudes. Et donc, fort de ce constat, je me suis dit à une certaine époque, est-ce qu'on peut pas faire bouger les lignes ? Et donc, il y a beaucoup de choses que j'essaye de faire au quotidien qui partent de ce constat et j'essaye, à travers plein de petits détails, de changer les choses. Tu parlais des bons d'achat sur la librairie. Ça me semble tellement évident que, évidemment, moi je le mentionne jamais parce que ça me semble tellement évident, mais c'est vrai que il y a peu de galeries ou peu de librairies qui proposent des bons d'achat, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Un autre exemple, on a créé une veste de galeriste que mes collaborateurs et collaboratrices portent tous les jours. Pourquoi j'ai créé cette veste de galeriste ? Pas simplement, alors je l'ai fait d'abord parce que je voulais accueillir les clients avec une certaine tenue, je voulais avoir un certain chic, mais au-delà de ça, j'avais fait mes devoirs et je m'étais rendu compte que dans les galeries, il n'y a jamais eu de vêtements de travail et qu'on a toujours accueilli les clients tels qu'on était habillés, à une certaine époque costume cravate, aujourd'hui plus décontracté, mais il n'y a jamais eu de vêtements de travail, alors que tous les autres métiers avaient toujours eu un vêtement de travail à un moment donné, surtout à une époque, un peu moins maintenant, mais il y a une époque où les vêtements de travail étaient absolument la règle. Et donc au lieu de me contenter de cet état de fait, je me suis dit, tiens, créons un vêtement de travail. Et donc j'ai travaillé avec une styliste qui avait fait un tour dans la maison Margiela et avec qui on a travaillé sur ce vêtement de travail. En quoi pouvait-il être fonctionnel ? En quoi pouvait-il être différent et singulier ? Et est-ce qu'il peut être porté tous les jours ? Est-ce qu'on peut être identifié comme ça ? Et c'est quelque chose qu'on a fait et qui maintenant mes collaborateurs et collaboratrices portent au quotidien. Ce sont des détails évidemment. On peut l'acheter ? Mais on peut pas l'acheter, mais par contre j'ai fait une version l'été dernier, il y a 2 étés pardon, il y a 2 ans, et j'ai fait une version avec une collaboration. J'ai fait une collab avec une marque qui s'appelle Subac. Et on a fait cette même veste de travail dans différents matériaux, et ça on le vendait, et on les a toutes vendues d'ailleurs en quelques jours. C'était des éditions uniques, des pièces uniques. Mais voilà, et donc c'est des petits détails, mais ce sont des façons de se dire on est différent, on peut fonctionner différemment, et surtout on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Et l'intégrer dans le métier de galeriste qui est assez conservateur. Je vous donne un dernier exemple. On a créé une identité olfactive à la galerie. Il y a donc une odeur particulière qui a été créée par un nez
avec lequel j'ai travaillé. On appelle ça, ce métier, c'est comme ça, un nez. Et cette identité olfactive, on l'a créée, on la diffuse dorénavant dans la galerie et dans la librairie. Les gens qui sont habitués à venir ici me le disent souvent. On sait qu'on rentre dans la galerie Bigagnon simplement en fermant les yeux par l'odeur. C'est une odeur qui est très légère, mais qui a été très travaillée. Et on la diffuse même dans les foires. Je crois qu'on est la seule galerie au monde qui diffuse notre odeur dans les foires. C'est des petits détails, mais c'est pour moi très important. Et voilà un exemple de quelque chose qui se fait dans tous les secteurs, en tout cas dans tous les commerces, que ce soit les vêtements, les hôtels, il y a tout un tas de commerces où le marketing olfactif a été intégré. Et puis les galeries n'ont jamais fait ça. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi nous on le ferait pas ? Alors que nous, on est d'autant plus légitime pour le faire, parce qu'on travaille sur les sens, on travaille sur l'émotion, et donc l'olfactif doit avoir un rôle à jouer. Et puis ensuite, on a été rejoint par d'autres galeries comme Perrotin que je citais tout à l'heure, qui a créé son identité olfactive, mais je crois que là aussi, on était l'un des premiers, si ce n'est le premier. On a parlé des évolutions dans le milieu de la photographie. Tout à l'heure, tu nous as donné quelques pistes. Donc, il y a une question qui m'intéresse, c'est quels sont les principaux défis auxquels tu fais face, auxquels les galeries, tu penses, de photographie ou d'art contemporain sont confrontées aujourd'hui ? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'on vit dans un monde en profonde mutation et dans une mutation accélérée. Et cela à différents niveaux. Donc, ça fait beaucoup. Profonde mutation accélérée et à différents niveaux. La première, c'est il y a une mutation de type de collectionneur. C'est-à-dire que on parle beaucoup des millennials, par exemple, mais il y a un vrai défi à faire en sorte que ces millennials deviennent des collectionneurs. C'est pas quelque chose gagné d'avance. Or, si on ne gagne pas ce pari-là, dans 20 ans, il n'y a plus de collectionneurs. Beaucoup de galeries travaillent et vivent encore sur le dos d'un groupement de collectionneurs pointus, cultivés, acharnés et qui collectionnent beaucoup. Mais ça ne pourra pas durer éternellement. Il faut un renouvellement de cette génération, il faut qu'il y ait des nouveaux collectionneurs qui arrivent. Et si on ne les forme pas, si on les éduque pas, si on leur transmet pas ce virus, ce joli virus, ça ne présage pas de bonnes années pour les générations à venir. Donc, je crois que dès aujourd'hui, il faut travailler sur ça. Il faut comprendre quelles sont les particularités de cette génération qui arrive, qui pour certains gagnent très bien leur vie, mais qui ont peut-être pas le même genre d'éducation à l'art qu'ont eu leurs aînés. Et comment on peut les accompagner, comment on peut les exciter, comment on peut les titiller, et comment on peut petit à petit leur donner envie de collectionner, de suivre des artistes, de développer une collection avec tout ce que ça peut comporter. Donc ça c'est déjà une mutation, un vrai défi qui doit nous occuper. Et donc il faut savoir, ça entraîne tout un tas de questions. Où sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Comment les contacter? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'argent pour commencer une collection? Quelles sont leurs capacités d'épargne? Est-ce qu'ils voyagent? Où est-ce qu'ils voyagent? Etc. etc. Ensuite, il y a des mutations technologiques, c'est un secret pour personne, et qui sont assez profondes parce que qui touchent probablement, qui vont toucher le métier de galeriste, qui ont déjà commencé à toucher le métier de galeriste, mais qui vont le faire de façon de plus en plus accélérée, je crois, mais qui touchent aussi l'art lui-même, la création elle-même. Je crois que on est entré dans une période d'évolution technologique assez importante, assez accélérée, et il y a des artistes qui vont s'emparer de ça, évidemment. Je pense à l'intelligence artificielle, mais pas que, au métaverse, ou NFT, ou simplement à l'apport d'une technologie dans un médium, ou d'une technique dans un médium. Et tout ça va engendrer, à mon sens,
des changements. Et donc, quand on est galeriste, on veut être au fait de ça, parce qu'évidemment, on est un passeur entre le monde de la création et celui qui collectionne. Donc ça, ce sont des défis importants qui nous attendent. Et puis ensuite, il y a, j'allais peut-être dire une troisième chose, mais il y a une instabilité politique, géopolitique. Et je reviens sur ce que j'ai dit plusieurs fois. On est une petite entreprise qui agissons dans un monde mondialisé, et donc on peut pas faire fi de cette géopolitique. On peut pas l'ignorer. Moi qui ai fait des études de sciences politiques, je me sens très sensible à ça, mais je pense que tout à chacun on est sensible à ça parce qu'on vit dans ce monde-là et on peut pas évidemment l'ignorer. Et donc il y a beaucoup de menaces dans la stabilité du monde. Et évidemment, lorsqu'on veut agir sur ce monde-là, lorsqu'on veut promouvoir des artistes à l'étranger, à un moment donné, on doit se poser la question, lorsqu'on fait des foires à l'étranger notamment, on doit se poser la question, est-ce qu'on fait les bons choix? Que va devenir ce monde dans les 10 ans à venir? Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés qui vont s'ouvrir? Est-ce qu'il va y avoir des poches d'instabilité qui vont nous rendre la vie plus difficile et rendre la vie plus difficile pour nos artistes? Et donc on doit s'en préoccuper, et je crois qu'on vit dans une période en ce moment particulièrement délicate, compliquée. Pour autant, comme dans tout, lorsqu'il y a menace, il y a opportunité. Et moi, j'aime toujours voir le verre à moitié plein. Et donc, je crois que à la fois il y a des mutations, il y a des menaces très importantes, variées et diverses, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités qu'il faut saisir, qu'il faut savoir saisir, qu'il faut aussi entrevoir avant de les saisir. Il faut pouvoir les identifier. Et pour ça, il faut rester très alerte. En vérité, c'est le métier d'entrepreneur, galeriste ou pas. Il faut être tout le temps à l'écoute de son marché, de ses clients, et du monde qui nous entoure, parce qu'on n'est pas une entité à part du monde, on fait partie du monde, et donc on doit naviguer dans ce monde. Merci, tu as répondu en partie à ma dernière question, mais tu as peut-être d'autres éléments. C'est une question qui est en deux parties. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaiteraient être galeristes en 2024, enfin en tout cas qui voudraient se lancer pendant cette période un peu trouble, en tout cas instable politiquement, ou alors pour des photographes qui souhaiteraient rentrer en contact avec une galerie? Je pense que tu dois recevoir beaucoup de messages de sollicitations. Donc voilà, est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes qui souhaitent entrer en contact avec des galeristes? Donc une question en deux parties. Alors je réponds déjà à la deuxième partie parce qu'on me pose très souvent la question. Je réponds d'abord à ta question. Oui, je reçois énormément de sollicitations, quasiment une dizaine par jour. Donc tu imagines que c'est assez énorme. C'est plus de 3000 ou 4000 portfolios qu'on m'envoie par an. Donc évidemment c'est très compliqué à gérer. Moi j'ai une habitude entre guillemets malsaine qui est de vouloir répondre à tout le monde, et donc je me fais fort de le faire. Je m'efforce plutôt de le faire, mais j'ai envie de dire, puisque l'occasion m'en est donnée, que c'est pas la bonne méthode. Je crois qu'un artiste qui veut être en galerie, il faut pas envoyer des portfolios à l'aveugle comme ça, par email, sans avoir eu de contact préalable avec la personne ou les personnes. Et deuxièmement, je crois que ça se fait pas comme ça parce qu'on n'est pas sur un marché qui fonctionne comme ça. On est sur un marché qui fonctionne beaucoup par capillarité, par bouche à oreille, les choses se font petit à petit. Les choses se construisent étape par étape, couche après couche. Et donc moi, si j'étais artiste aujourd'hui, plutôt que d'envoyer un portfolio à un galeriste, j'essaierais d'abord de me faire une liste des galeries dont la ligne correspond à mon travail. Ça, c'est la toute première chose. En France ou à l'étranger. Ensuite, j'irai à toutes les expositions pour comprendre cette ligne, non pas d'un point de vue théorique ou sur Internet, mais concrètement d'aller me frotter au travail des artistes, comprendre comment la galerie fonctionne, comment elle défend ses artistes, comment elle comprend ses artistes, comment elle en parle, etc., etc. Rencontrer les autres artistes de la galerie et venir dans la galerie, notamment dans les vernissages, c'est l'occasion de rencontrer les artistes défendus par une galerie. Et donc, petit à petit, en ce faisant, l'artiste va se construire un réseau, une connaissance d'abord des galeries qui l'intéressent a priori,
ou qui peuvent convenir à sa ligne, dont la ligne peut convenir à son travail plutôt. Ensuite, il va se créer un réseau, parce qu'à force de venir et de rencontrer les gens, on se construit un réseau, encore une fois en France et à l'étranger, si c'est possible. Et petit à petit développer cela. Deuxièmement, parallèlement à cela, il faut essayer de montrer son travail. Quand on est un artiste, il faut montrer son travail. Et montrer son travail, ça passe par essayer de faire des expositions collectives, essayer de rentrer dans des expositions de centres d'art divers et variés. Et pour ça, il faut aller pousser des portes, il faut faire ce travail de réseau, il faut essayer de montrer, avant même d'être en galerie. Un galeriste va jamais choisir un artiste qui n'a jamais montré son travail. Enfin, ça me semble peu probable. Enfin, ça arrive, mais c'est peu probable. Et puis, le montrer, c'est pas montrer son travail, c'est pas que dans des expositions, c'est aussi à travers des livres. Et on peut s'auto-éditer, on peut faire un livre d'artiste, on peut essayer de trouver des façons de montrer son travail au-delà de l'exposition à proprement parler. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, le galeriste que je suis entend parler d'un artiste, le connaît par ailleurs parce qu'il vient souvent aux expositions, et puis peut-être que d'autres gens vont m'en parler, et puis tout ça petit à petit vont faire qu'il y a des couches qui se rajoutent les unes sur les autres, et puis au bout d'un moment peut-être qu'il y a un miracle à un moment donné on se dit ah ben tiens, c'est vrai que cet artiste est assez intéressant et il rentre parfaitement dans la ligne de la galerie, et peut-être que je vais avoir envie de le rencontrer. Mais d'envoyer un email, ça sert vraiment pas à grand chose, malheureusement. Donc voilà, pour ce qui est du métier de galeriste, je somme tous les jeunes qui peuvent écouter et qui ont envie de devenir galeriste de le faire. On a besoin de sang nouveau, on a besoin d'être poussé. Moi, j'adore l'idée de me dire que... Moi, je me vois toujours comme si j'avais 20 ans. Donc j'ai l'impression que je regarde les grands galeristes au-dessus de moi, les Perrotin, les Kamel Ménour, etc. Et avant encore les Yvan Lambert. Enfin, il y a un certain nombre de modèles pour moi. Et je les regarde un peu comme un petit galeriste qui aimerait bien se hisser à leur niveau. Mais je me rends pas compte que j'ai moi aussi 50 ans et que un certain nombre d'années d'expérience, et que donc il y a peut-être des jeunes qui regardent la galerie ou mon parcours ou d'autres choses comme non pas comme un modèle, mais en tout cas en se disant j'aimerais bien arriver à faire comme Bigagnon ou comme telle autre galerie. Et ça, je trouve que c'est assez excitant parce que du coup on se dit ça pousse derrière, quoi, et donc on est toujours plus challengé par des gens qui nous poussent que par l'inverse. Dans la vie personnelle, moi je prends toujours l'exemple que on apprend toujours plus à s'entourer de jeunes, que ce soit de ses propres enfants ou des jeunes dans sa famille ou des jeunes gens en général, dans sa vie personnelle comme professionnelle. On apprend toujours plus parce qu'on est poussé. D'être entouré des gens plus âgés nous apprend un certain nombre de choses sur l'expérience qu'ils peuvent partager avec nous, mais ça constitue pas des menaces, alors que la menace nous fait avancer. Et je crois que ça, c'est excessivement important. Donc peut-être pour les personnes qui souhaitent devenir galeriste, de s'entourer d'autres jeunes aussi, en tout cas. Absolument. Il faut aller chercher les idées là où elles sont, et les jeunes ont par nature plus d'idées que les plus anciens. Et donc il faut se lancer. Il faut avoir aussi un peu le courage de se lancer. Il y a ce sont des métiers qui sont très difficiles, économiquement très difficiles par ailleurs, mais ce sont des métiers passionnants, et donc on parlait de passion au tout début de l'entretien. Je crois que la passion elle est inhérente à ce métier évidemment, mais ça suffit pas, la passion. Il faut avoir vraiment le cœur solide. Il faut aussi avoir le sens des responsabilités d'un point de vue financier et économique, comprendre que c'est une entreprise très compliquée à gérer, mais qui peut réussir. Merci Thierry pour tous ces conseils, pour toute la transparence que tu as pu avoir sur tes projets, ton expérience. Voilà, merci beaucoup. J'invite toutes les personnes qui ont écouté ce podcast à venir à ta galerie dans le Marais. Très bel espace, ouvert quasiment tous les jours. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h. Merci Thierry. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. En note de cet épisode, vous pouvez retrouver un lien d'inscription pour recevoir la newsletter des Voix de la Photo. Tous les 15 jours, vous recevrez le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, mes recommandations de lecture, d'exposition ou de conférences, et même parfois des cadeaux. Aussi, pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!